De l'actualité ce soir, le retour à Abidjan du président de la République. Alassane Ouattara revient d'Accra où il a pris part ce mardi au 47e sommet ordinaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au sommaire de ce sommet, la situation politique et sécuritaire dans la sous-région. Hier se sont ouvertes en présence du chef du gouvernement les journées interministérielles d'opérationnalisation du développement durable. 48 heures d'échange pour permettre à l'administration, en ayant une meilleure perception des exigences du développement durable, d'être exemplaire dans le domaine. De l'actualité sanitaire, la célébration de la 6e journée nationale de promotion de la santé bucco-dentaire. Célébration enregistrée dans 80 services dentaires publics sur l'ensemble du territoire. L'événement a pour but d'accroître la prise en charge des populations dans le domaine de la santé bucco-dentaire. Et puis, à l'étranger, le Nigeria, 3 personnes ont été tuées et 7 femmes enlevées lors d'une attaque du groupe Boko Haram. Drame enregistré dans le nord-est du pays, dans l'état de l'Adamawa, une région considérée comme sécurisée par le ministère de la Défense depuis qu'elle a été reprise à Boko Haram par l'armée en mars. Voilà pour le sommaire, il est 20h, l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous, bienvenue. Tout d'abord, ces images du retour à Abidjan du président de la République. Alassane Ouattara, vous le voyez sur ces images, revient d'Accra où il a pris part ce mardi au 47e sommet ordinaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au sommaire de ce sommet, les questions politiques relatives aux élections tenues au Nigeria, au Togo et au Bénin, d'autres points essentiels comme la sécurité et la paix au Mali, en Guinée-Bissau, la bonne gouvernance au sein des institutions de l'organisation sous-régionale, l'économie, le drame migratoire des populations de l'Afrique de l'Ouest ont retenu également l'attention des dirigeants ouest-africains lors de cette rencontre. À son arrivée, il y a quelques instants, le président de la République a fait le résumé des axes importants des réflexions d'Accra. Je vous propose de l'écouter. Je viens de rentrer d'Accra, où j'ai pris part à la 47e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il s'agissait d'une réunion importante qui nous a permis d'aborder des questions bien évidemment économiques, des questions sécuritaires, des questions de bonne gouvernance. La réunion nous a permis surtout, c'était le vœu de tous les chefs d'État, de rendre un hommage mérité à notre frère du Nigeria, le président Goodluck Ebele Jonathan, pour la qualité de son action à la tête de son pays et au service de la CEDEAO. Tout le monde a suivi comment il s'est impliqué dans la résolution des différentes crises, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée-Bissau, au Togo. Et donc, les chefs d'État lui ont rendu un vibrant hommage, même, je dirais, un standing ovation, parce que nous avons considéré que c'est un grand monsieur, c'est un grand homme d'État. Moi, j'ai salué personnellement ses grandes qualités d'homme d'État, donc d'amis, de frères, et ces qualités nous ont permis de resserrer et de renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, notamment à l'occasion de sa visite d'État, sa visite mémorable ici même en Côte d'Ivoire en mars 2013. Je pense qu'il nous laisse un héritage important pour la démocratie, le fair play dans le jeu politique. Je dirais également que la démocratie a beaucoup progressé dans notre sous-région et nous avons salué également de bons déroulements de l'élection présidentielle au Togo avec l'élection au premier tour du président Faure Gnassingbé et les élections législatives au Bénin qui se sont déroulées de manière apaisée. En matière de bonne gouvernance et de fonctionnement de nos institutions, les institutions communautaires, nous avons examiné la question de l'expiration ou de l'extension, je dirais, du mandat du Parlement communautaire, du Parlement de la CEDEAO, car ce mandat expire en août 2015. Certains avaient proposé une prorogation d'1 année, mais cela n'a pas été accepté. Nous avons tous considéré qu'en matière de bonne gouvernance, il fallait respecter les textes et s'en tenir donc au statut du Parlement, dont le mandat expire en août 2015. Et par conséquent, les États désigneront, à partir de leur Assemblée nationale, des représentants pour l'Assemblée communautaire.
En matière de paix et de sécurité, nous avons abordé la situation au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Bissau. S'agissant du Mali, j'étais vendredi dernier à Bamako pour la signature de l'accord de paix et de réconciliation d'Alger. Un accord, bien évidemment, qui donne beaucoup d'espoir, mais qui malheureusement n'a pas été signé par tous les protagonistes. Donc nous avons encouragé la coordination des mouvements d'Azawad, la CMA, a signé cet accord dans les meilleurs délais, dans l'intérêt du peuple malien. En ce qui concerne le Burkina Faso, le sommet a demandé la tenue d'élections inclusives, sans discrimination, dans les meilleurs délais, c'est-à-dire comme prévu par les Burkinabés eux-mêmes, le 11 octobre 2015. Et nous avons insisté sur le fait que l'exclusion ne serait pas acceptable. Et nous considérons que tout ce qui doit être fait doit être conforme à la constitution du Burkina Faso. En Guinée-Bissau, nous nous sommes félicités de l'évolution favorable dans ce pays qui a eu tant de difficultés au cours des 3 dernières années. Et nous avons décidé de proroger le mandat des forces de la CEDEAO, c'est-à-dire le COMID. La mission de paix est prorogée jusqu'à la fin de l'année. Nous avons également, bien évidemment, évoqué longuement les aspects économiques de la sous-région. La Côte d'Ivoire a été saluée pour sa performance économique. La communauté de l'Afrique de l'Ouest se porte bien, malgré la baisse du prix du pétrole. Et nous avons évoqué les questions relatives au prélèvement communautaire, la future monnaie unique, l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Et tous ces dossiers, donc, nous avaient été épluchés par les ministres, donc nous n'avions pas besoin de nous étendre là-dessus. Un point spécifique a fait l'objet d'interventions de plusieurs chefs d'État. Il s'agissait du drame des migrants africains, notamment ouest-africains, en Méditerranée. Tout le monde a déploré ce phénomène. Et dans la perspective du sommet Europe-Afrique sur la question, nous avons demandé aux ministres de nous faire des dossiers et de préparer cette rencontre au sommet et surtout de faire des propositions qui puissent impliquer les pays africains à travailler pour éviter ces drames de nos concitoyens dans la Méditerranée qui malheureusement est devenu un vrai cimetière pour les Africains. Donc voilà, c'était un sommet important. Nous avons rendu hommage à un grand homme d'État, le président Jonathan Goodluck. Nous avons réglé beaucoup de questions en suspens et nous espérons que le 29 mai prochain, tous les chefs d'État se retrouveront à Abuja pour l'investiture du président Buhari, le président élu du Nigeria. Après Accra, le prochain voyage du chef de l'État est prévu pour demain dans le nord-ouest du pays. Ce sera dans le district du Denguélé où il entame ce mercredi une visite d'État. Toute la région est en pleine préparation, nettoyage des rues, accélération des travaux de réfection de la voirie et mobilisation des populations. Le reportage depuis Odiéné de Jeanne Atoubé. Scène inhabituelle dans la ville de Ménignan. Les engins de travaux publics travaillent dans toutes les rues. Ici et là, on balaye. On enlève les ordures. La mairie, dans sa tâche, est aidée des femmes et épouses de fonctionnaires, regroupés en associations. Action citoyenne et républicaine. Telle contribution à la propreté et à l'assainissement de Ménignan. En attendant la visite dans la localité du président de la République. On a décidé de faire ça pour notre président et pour notre ville. Nous demandons à la première dame de faire une chambre froide ici à Ménignan pour nous. Nous demandons aussi un fonds pour entreprendre des activités telles que l'élevage. Nous avons aussi besoin de casques à coiffer, les machines à coudre, parce que parmi nous, il y a des femmes qui ont appris ces métiers, mais elles sont à la maison présentement par manque de moyens. Oui, ça symbolise que vraiment nous sommes prêts. Et notre volonté de voir le président dans notre cité, on a décidé de porter une action d'éclat. Depuis plusieurs semaines, l'atmosphère dans la ville est à l'allégresse. C'est qu'à Ménignan, tout le monde, sans exception, se sent concerné par cette visite du président de la République dans la région du Folon. Et pour ne laisser aucun détail qui pourrait contrarier
La réussite de l'organisation, autorités administratives et élus locaux sont eux-mêmes à la tâche. Ici, le maire de Ménignan, dans un rôle de chef de chantier, veille à ce que soient achevés les travaux de la plateforme devant abriter le meeting et le centre de conférence baptisé du nom de la première dame, Dominique Ouattara. Ce qui est déjà fait, nos routes sont déjà largement reprofilées. Les zones les plus dangereuses ont été traitées, même s'il leur faut encore un traitement spécial. Il y a beaucoup de villages qui sont dans le noir. Et quand nous faisons les tournées, la plupart des doléances tournent autour de l'électricité. Ensuite, il y a les femmes. Les femmes ont besoin du matériel pour exercer les activités. Les sous-préfets ont effectué plusieurs tournées d'information et de sensibilisation dans les villages, sur instruction du préfet de la région du Folon, préfet du département de Ménignan. De maîtres mots ont été adressés aux populations. Mobilisation et reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Les populations s'attendent à beaucoup de retombées, aussi bien au plan économique, surtout au plan économique, parce que comme vous le savez, la région du Folon a été l'une des toutes dernières créées. Donc il manque beaucoup de choses dans la région du Folon. Donc elles attendent avec impatience des actes de développement. Moins de 3 ans après son érection en chef-lieu de région, Ménignan va abriter une visite d'État. Prémonition ou ironie de l'histoire, qu'importe. L'événement, ici, vaut son pesant d'or. En attendant l'arrivée du chef de l'État, la ville de Séguelon a reçu les émissaires de la première dame. Dominique Ouattara a fait des dons d'une valeur de 200 millions de francs CFA. Le point avec Thomas Guessambi. Séguelon, la terre qui a vu naître le colonel Koné Zakaria. C'était le tour de cette cité malinquée dans la région du Kabadougou de recevoir les émissaires de la première dame, Dominique Ouattara. Porteur de messages de partage et de solidarité de la part de la première dame de Côte d'Ivoire, Nadine Sangaré, représentant Dominique Ouattara et la délégation qu'elle conduisait, ont pu voir et apprécier l'empressement avec lequel Séguelon, jeune département en construction, accueille les dons de l'épouse du chef de l'État. Presque tout pour aider une population enclavée et essentiellement agricole. La portée et l'envergure de l'action de Dominique Ouattara ne peuvent que faire prendre des engagements. Nous savions qu'un jour, comme le Père Noël, elle viendra chez nous ici à Séguelon. À travers vous, madame, lui dis merci. Merci pour cet acte de générosité qui ne nous surprend pas. Avant même qu'elle soit première dame, nous sommes tous ivoiriens. Nous avons suivi les actions qu'elle a menées à travers Children of Africa. Franchir des obstacles pour faire plus d'heureux. Une dynamique qui conduira le cabinet de la première dame de Séguelon à Madinani. L'enthousiasme et la mobilisation du département montrent à Nadine Sangaré et aux autres membres du cabinet de la première dame que le jeu en valait la chandelle. Un avant-goût de mobilisation en vue d'accueillir le président Alassane Ouattara. En tout cas, c'est en nombre et en qualité que Madinani a reçu les 100 millions de francs CFA de dons en nature et en espèces de Dominique Ouattara. Tous avons été impressionnés par la qualité, la quantité, la diversité des dons que la première dame a bien voulu faire aux populations de Madinani. Et vous voyez bien qu'ici, on sait reconnaître le bienfait. À la simple évocation de son nom, voyez ceux qui sont là. Elle ne rêvait que de toucher cette dame au grand cœur. Pour cette seule journée, la deuxième de l'action sociale de l'épouse du chef de l'État dans le district du Denguélé, ce sont plus de 200 millions de francs CFA de dons dont ont bénéficié les populations. Et pour renforcer la sécurité dans la ville d'Odiéné, la police de la localité a reçu ce matin des mains du maire de la commune, Nassene Batoré, un véhicule tanker. Les explications d'Alexis Ouedraogo. Une cérémonie de remise d'un véhicule tanker à la police d'Odiéné. C'est un don de la mairie qui veut encourager les actions du corps en faveur de la sécurisation de la région. Nous avons vu le bon travail que vous effectuez. Depuis plus d'1 an, les attaques sporadiques que nous avons par des bandits dans les alentours de la commune et sur les voies qui menaient dans les autres régions est réduit vraiment à plus de 80%.
Pour le porte-parole, ce geste prend tout son sens. Il a salué Nasseba Touré pour ses actions en faveur de la paix dans la région. Le 28 novembre dernier, où les locaux de la police avaient été pris à partie par des jeunes déchaînés, mais il a fallu vous, Madame le maire, pour pouvoir non seulement nous ramener ces objets qui étaient emportés, mais aussi de nous faire en sorte que, entre la population et nous, l'entente soit démise. Le dispositif sécuritaire de la région a été renforcé en prélude de la visite du chef de l'État dans la région. Autre étape marquée à l'agenda du président Ouattara lors de cette visite, une halte à Gbélégbang, son village maternel. Avant ce moment très attendu, Alexis Ouedraogo y a fait un tour, son témoignage. Gbélégbang, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce village maternel du chef de l'État fait sa toilette pour recevoir le fils de Nabintou Cissé. La dernière fois qu'il en avait foulé le sol, Alassane Ouattara avait promis revenir et améliorer les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, cette population témoigne. Regarde comment c'est joli, tout est bien propre, ils sont en train de mettre goudron, tout, donc devient en fait très plaisir. Chez nous à Gbélégbang ici, tout est propre. Non, le président il est en train de travailler, je le félicite. Nos grands-parents et notre papa qui sont partis, qui nous ont quittés, s'ils sortent aujourd'hui pour voir Gbélégbang, ils ne peuvent pas y croire. Et nous-mêmes, on ne s'imaginait jamais que Gbélégbang pouvait avoir ces privilèges. Le département de Gbélégbang a bénéficié d'une enveloppe de 6 milliards du programme présidentiel d'urgence reparti dans les secteurs d'électricité, avec le renforcement et la réhabilitation des infrastructures de la ville, dans le secteur de l'eau, avec la réhabilitation du château d'eau de Séidougou, l'extension de réseau de 13 km de canalisation à Gbélégbang et Séigou, et la réalisation de 20 forages équipés de pompes à motricité humaine. En infrastructure routière, le bitumage a été réalisé plus de 6,5 km avec des travaux d'entretien de pistes et d'ouverture de voies de 660 km. On peut dire que la totalité des travaux de voirie en terre est terminée. Promesse donc tenue pour la visite du chef de l'État dans la région. Les populations sont plus que jamais mobilisées. C'est demain que le président Alassane Ouattara démarre sa visite d'État dans le Denguélé. De belles retombées en perspective, à l'exemple de ce pont derrière moi qui sera inauguré. Le pont reliera le village de Kokou en Guinée à celui de Gbélégbang ici à Odiéné. Il devrait permettre de faciliter le trafic et les transactions entre ces deux pays. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la visite d'État qu'entame demain, mercredi, le chef de l'État dans le district du Denguélé. Toutes les étapes de ce périple, les images, les témoignages, les comptes rendus à suivre en exclusivité sur nos antennes avec nos équipes déployées dans la région depuis quelques jours. Avant d'aller à la rencontre du Denguélé, le président de la République a rencontré hier après-midi le peuple à Tian. Rencontre au stade d'Anono autour d'un meeting sur fond d'encouragement au président Ouattara pour ses actions de développement. Au menu également, l'intégration du chef de l'État dans l'organisation sociale traditionnelle à Tian en qualité de membre supérieur de la génération Dougbo. Alassane Ouattara, lui, en a appelé à la préservation de la paix avant d'indiquer que 52 milliards de francs CFA sont prévus pour la remise à niveau de tous les équipements de base de la soixantaine des villages de la communauté à Tian. Le point avec Chris Diomandé et Gabriel Zani. Le couple présidentiel arrivé sous une pluie d'applaudissements et salué par un peuple visiblement heureux de voir le chef de l'État dans un village à Tian, Anono, situé en plein cœur de la commune de Cocody et village voisin de la résidence présidentielle. L'objectif de cette visite est double. Les populations manifestent leur gratitude pour toutes les actions de développement de Alassane Ouattara. Il s'est agi aussi pour elles de présenter leurs doléances au chef de l'État. Nous voulons simplement soumettre à votre réflexion la mise en place d'un comité scientifique d'analyse et de propositions comprenant l'administration foncière et les représentants des communautés à Tian pour passer en revue les problèmes fonciers et examiner tous les problèmes liés aux impôts fonciers, aux indemnisations et les problèmes fonciers spécifiques à chaque village. Une cérémonie écourtée par la pluie mais riche en symboles.
La parade des chefs traditionnels devant le chef de l'État, signe de soumission, de ralliement au chef suprême. Des prisons en or, marque de pouvoir et de royauté. En pays Hatchan, les populations de la soixantaine de villages Hatchan du district d'Abidjan ont reconnu le mérite du chef de l'État. Au regard de vos nombreuses qualités humaines et de votre volonté de bâtir une nation forte, vos frères et sœurs Tchaman vous prient d'accepter l'amplification de votre intégration dans la communauté Tchaman. Ils ont unanimement décidé de vous intégrer dans la génération Doubo, génération qui est au pouvoir dans nos villages. Ils vous confèrent le statut de Doubo supérieur. Vous êtes notre guide pour aller vers l'émergence. Le chef de l'État rencontre le peuple Hatchan. Dans son discours, Alassane Ouattara a réitéré qu'il ne connaît pas de rancune. Alassane Ouattara a la mémoire courte. Quand il s'agit de rancune, a-t-il affirmé, le président a salué l'engagement du peuple Hatchan en faveur de la paix afin de favoriser un climat paisible pendant la présidentielle d'octobre. En ce qui me concerne, j'ai pardonné. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Je vous félicite d'avoir demandé pardon à la nation, mais aussi d'avoir pardonné, parce que la situation n'a pas été facile pour le peuple Hatchan. Je vous félicite pour votre engagement en faveur de la paix et de la réconciliation. Tout comme vous, ce que je souhaite pour notre chère Côte d'Ivoire, c'est la paix. La paix pour tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Parce que sans paix, il ne peut y avoir de développement durable et d'amélioration des conditions de vie des populations. Le président de la République a réaffirmé son attachement aux idéaux du rassemblement des oufouettistes. Au cours de cette rencontre, de nouvelles choses ont été dites. L'hôte du peuple Hatchan annonce 52 milliards de francs CFA qui seront investis dans le district en faveur du développement des villages ébriés. Chers frères, chères sœurs Tchaman, nous avons déjà entrepris d'importants travaux dans le district autonome d'Abidjan et dans les villages Hatchan au cours de ces dernières années. Nous prévoyons d'intensifier ces travaux dans les prochains 24 mois dans le cadre du projet de désenclavement des villages du district autonome d'Abidjan. Ce projet représentera un investissement de près de 52 milliards de francs CFA. Et ce programme il consistera à la mise à niveau des équipements de base des communes d'Abidjan et des sous-préfectures de Songon, de Bingerville, d'Anyama et de Brofodoumé. Il s'agit notamment des travaux routiers avec 108 km de voirie bitumée pour un montant de 40 milliards de francs CFA. Au terme de toutes les allocutions, une nouvelle alliance est née ce lundi 18 mai au stade d'Anono entre le chef de l'État et le peuple Hatchan. Alassane Ouattara, baptisé Adès, qui signifie en langue locale l'arabe, est désormais membre de la génération Doubo, la classe d'âge au pouvoir en pays Hatchan. Gabriel Zani revient sur la mobilisation observée hier au stade d'Anono. Ce sont des milliers de personnes venues des 60 villages de la communauté Hatchan qui ont rendu hommage au président de la République. De la haie d'honneur jusqu'au stade du village, les populations ont réaffirmé leur soutien aux actions de développement. Les chamans ou le peuple Hatchan mobilisés pour féliciter le président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Voilà l'enjeu principal de cette grande mobilisation du peuple au stade d'Anono. Ils sont venus par milliers à travers toutes les communes du district d'Abidjan pour communier avec le chef de l'État. Aujourd'hui, c'est la fête pour la génération d'Anono. Parce qu'aujourd'hui, c'est Ado qui vient dans notre village. Donc, on est en joie. Donc, on donne nos chansons et on est brillé. On chante pour accueillir notre président. Nous sommes dans la joie, dans la joie, dans la joie. Je suis très content pour notre président qui arrive dans notre village à Nono. Ça va faire que, en tout cas, Nono sera grand, sera propre, on aura tout ce qu'on veut. En tout cas, je suis très contente. Je suis contente d'accueillir le président. Je suis malade, mais je suis arrivée ici à cause du président.
Les grands chantiers d'infrastructures routières, les réformes dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'emploi jeune ont eu un impact positif sur la vie des populations. C'est pourquoi le peuple hachant dit oui pour un soutien total au président de la République. Sa venue au stade d'Anono est un signe d'espoir pour les populations. La pluie qui est venue est une pluie de réconciliation entre le président et le peuple hachant. Aujourd'hui, le peuple hachant a constaté que c'est un président qui bâtit, un président qui fait de grandes choses pour le pays, mais bien sûr, mais aussi pour la ville d'Abidjan qui est le centre du peuple hachant. C'est une grande rencontre de tout le peuple hachant, de différentes fratries, pour démontrer au chef de l'État que le peuple hachant le soutient et que nous avons adopté l'appel de Daoukro et que nous sommes avec lui pour une victoire éclatante en octobre prochain. C'est la première fois que nous recevons un chef d'État dans un village hébreu. C'est la toute première fois. Et cela est un signe de la joie que les populations éprouvent. C'est un grand sentiment de fierté de voir tout le peuple hachant rassemblé pour accueillir le président Alassane Ouattara et lui apporter un soutien franc et massif. Et surtout, lui dire merci pour toutes les actions majeures qu'il est en train de poser pour la Côte d'Ivoire et en particulier dans notre région et pour ce qu'il est capable de faire demain pour l'émergence de la Côte d'Ivoire et pour le rayonnement du peuple hachant. Nous avons attendu ce moment historique et nous sommes heureux que le président, dans cette démarche de visite à l'ensemble de son peuple, s'est arrêté chez lui à Abidjan. Et pour nous, c'est l'occasion de lui montrer notre attachement à sa personne et à tout le travail qu'il est en train de faire pour le peuple ivoirien. Comme dans toutes les visites présidentielles, ici à Nono, le pari de la mobilisation a été gagné. Le peuple hachant veut emprunter le train de l'émergence. Je vous le disais en titre, hier se sont ouvertes en présence du chef du gouvernement la journée interministérielle d'opérationnalisation du développement durable. L'objectif de ces 48 heures d'échange est de permettre à l'administration ivoirienne, en ayant une meilleure perception des exigences du développement durable, d'être exemplaire dans le domaine. Hugues Veblé. Ce que vise le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, en réunissant les services de l'État, c'est une administration exemplaire dans le domaine du développement durable. Pour y parvenir sont organisées les journées interministérielles d'opérationnalisation du développement durable. Elles sont axées sur la sensibilisation, la mobilisation et l'accompagnement des agents de l'État pour leur donner de mieux appréhender les exigences du développement durable et sa mise en œuvre opérationnelle. Un guide de bonnes pratiques sectorielles sera élaboré et diffusé auprès des comités de développement durable qui seront mis en place dans tous les services de l'État. Présent à l'ouverture de ces journées, le Premier ministre Danek Blanc-Duncan a marqué l'intérêt accordé par le gouvernement au développement durable, le gouvernement désireux de l'ancrer dans tout le corps social pour disposer de citoyens écologiquement et socialement responsables. Malgré les efforts de sensibilisation, on observe malheureusement un peu partout que les déchets sont déversés de façon hasardeuse. Les constructions ne respectent pas toujours les plans d'urbanisation. Tous les secteurs de l'économie, agriculture, transport, industrie, sont parfois marqués par des modes de production écologiquement et socialement non viables. Il faut donc inverser les tendances. Relever le défi du développement durable, c'est ce que s'engagent à faire les représentants de différents services de l'État une fois achevée la première édition des journées interministérielles d'opérationnalisation du développement durable. Et cette caravane, en vue de sensibiliser les acteurs de la route, l'intérêt est de réduire considérablement les pratiques anormales sur les axes routiers. L'initiative de l'Observatoire de la fluidité routière, OFT, qui a commencé son action par l'axe Abidjan-Ouangolo-Dougou. Adama Kone. L'Observatoire de la fluidité des transports OFT attaque de front le phénomène de raquettes de barrages illicites.
Pour donner du contenu à son action, l'Observatoire a organisé une caravane de sensibilisation sur l'axe Abidjan-Ouangolo-Dougou. Face aux gendarmes, policiers et douaniers, le secrétaire général de l'Observatoire a appelé à un sursaut de conscience. En tant que force régalienne, vous avez une lourde responsabilité vis-à-vis de cette nation qui a placé en vous une confiance et que cette confiance-là ne doit pas être dévoyée et que nous devons ensemble sauver notre économie. L'enjeu est de taille. Une étude de la Banque mondiale en 2008 chiffre à plus de 300 milliards de francs CFA par an la perte sèche occasionnée par les pratiques anormales sur les routes ivoiriennes. Pendant que nous étions ici en crise, les autres ports ont fait des investissements. Pendant que nous ne pouvons pas faire d'investissements, les autres ports, je vais parler des ports les plus proches d'Abidjan, ont fait des investissements. Donc déjà, sans même les tracasseries routières, il y a la concurrence entre les ports. L'OFT s'adresse également aux transporteurs, leur demandant de ne pas créer les conditions de corruption en étant à jour des pièces afférentes à leurs véhicules et en respectant les règles de conduite et de transport de marchandises. En santé, en bref et en image, l'ex-ministre de la Santé de la Côte d'Ivoire, le professeur Thérèse Ndriyoman, que vous voyez sur ces images, a été distinguée. Elle a reçu aujourd'hui le prix de la santé à Genève à la faveur d'une grande cérémonie du monde de la santé avec les hauts responsables de l'Organisation mondiale de la santé. Également, la 6e édition de la Journée nationale de promotion de la santé bucco-dentaire, une activité initiée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida pour améliorer la prise en charge des populations dans le domaine de la santé bucco-dentaire. Toujours en santé, on termine avec le lancement officiel du projet Ressources pour l'élimination de la vulnérabilité des enfants, un élément que vous pourrez suivre dans nos prochaines éditions. À l'étranger, au Nigeria, 3 morts et 7 personnes ont été enlevées par Boko Haram dans le nord-est du pays. Information donnée aujourd'hui par les autorités nigérianes. Pour terminer, retour dans le district du Denguélé où le président de la République est attendu demain. Notre reporter sur place, Mamadou Kouassi, nous annonce que tout est fin prêt. Préfecture d'Odiéné, c'est dans cette bâtisse nouvellement sortie des terres que le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement vont tenir le prochain conseil des ministres. Un conseil qui sera essentiellement consacré à la politique de développement du district du Denguélé. Pour la réalisation de ce chef-d'œuvre, ce sont près de 5 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés par l'État de Côte d'Ivoire. Un financement prenant en compte la réhabilitation et l'équipement de 5 résidences d'État. La résidence du chef de l'État à Odiéné n'a pas été oubliée. L'aéroport de la ville d'Odiéné également a un nouveau visage. Il bénéficie d'infrastructures et de matériel technique permettant à l'aéroport d'Odiéné de répondre aux normes internationales. La piste n'était pas bitumée, elle est bitumée, elle est balisée de jour, elle est balisée de nuit également. Donc de nuit, on pourra avoir des vols de nuit. Le parc météo là-bas est opérationnel. La tour où nous nous trouvons est opérationnelle. Un vol DME qui permet donc à l'avion de se guider pour venir sur l'aéroport d'Odiéné. C'est une piste de 2100 mètres avec 2 prolongements d'arrêt de 100 mètres de chaque côté. Donc c'est spécifique pour un type d'avion donné, un type Fokker 100, comme à Ma, comme à Korogo. Pour les vols commerciaux qui vont se faire avec le Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci à se faire. En ville, ce sont près de 16 km de bitume qui ont été réalisés, permettant du coup à la capitale du Kabadougou d'avoir un nouveau visage. Un nouveau visage qui devrait être entretenu pour permettre à Odiéné de retrouver son luxe d'antan. Coût total des travaux, environ 10 milliards de francs CFA avec les travaux de l'aéroport. Les sanitaires des établissements scolaires du district de Denguélé, lieu d'accueil des forces de l'ordre, bénéficient également de rénovation. Nous réhabilitons les toilettes, nous réhabilitons les WC, nous leur permettons d'avoir de l'eau pour pouvoir vivre correctement. Donc ces travaux obéissent à ces objectifs principaux. Réhabiliter les toilettes pour que, après le passage du président, les élèves qui sont ici, qui sont dans ces lycées et collèges, puissent aussi bénéficier de ces sanitaires qui sont réhabilités. Toutes ces actions estimées à environ 80 milliards de francs CFA annoncent le développement du district de Denguélé. Un développement qui s'inscrit dans le cadre de la visite d'État qu'entreprend le président de la République, Alassane Ouattara, du 20 au 24 mai prochain. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.